BTLV, analyser, décrypter, comprendre. Salut à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Si on allait mieux avec Mathieu à la réalisation. Bonjour François, bonjour tout le monde. Salut, on peut peut-être dire bonne année. Hey, bonne année, bonne santé, plein de bonnes choses. Oh là là, c'est le bon année. 2018. Moi j'aime bien, tu sais, c'est un chiffre pair et les chiffres pairs pour moi c'est carré, c'est bien, c'est rassurant. Puis la bonne année, c'est toute l'année qu'il faut la souhaiter. Toujours, tous les jours. Pas seulement un seul mois. C'est pour ça qu'on se dit bonjour. Voilà, et puis Anthony qui est là. On l'entend, pour une fois quand même. Ah ouais. Il fait un effort. Toujours. Aujourd'hui, on va parler de Kundalini Yoga. Ah, trop bien. Un sujet qui va te passionner. Ah ouais. Pour que votre vie soit plus belle, et si on allait mieux, avec François Demier et ses invités. Bonjour Isabelle Silvagnoli. Bonjour. Oui, vous dormez. Un peu. Heureux de vous recevoir sur BTLV. On va parler pendant cette émission de Kundalini Yoga, c'est du yoga du son. Mais avant, j'aimerais en savoir un peu plus sur vous. Vous êtes diplômé de la Fédération française de Kundalini Yoga. Vous pratiquez également le Satnam Rasayan, je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Très bien. Vous donnez également des cours, vous organisez des soirées de méditation et des stages. Alors comment cela a-t-il commencé pour vous au tout début de l'histoire ? Au tout début, c'est un ami qui m'a tanné de venir avec lui faire du yoga parce qu'il avait découvert ça et qu'il trouvait ça fantastique. C'était en 2002. Mhm. À l'époque, on parlait un peu moins du yoga qu'aujourd'hui. C'est une mode aujourd'hui. Quand on est dedans, on se rend pas vraiment compte. Mais donc, il me parlait du yoga. Viens, c'est génial, viens avec moi au cours. Et donc, j'ai été à un premier cours. Et tout de suite, j'ai senti quelque chose se passer en moi, une sensation un peu différente que je n'avais jamais sentie auparavant. Et je me suis dit, waouh, il y a un truc, j'ai envie d'explorer. Et j'y suis retournée la semaine suivante, et la semaine suivante, et la semaine suivante, et j'ai jamais arrêté. Il y a beaucoup de sortes de yoga, alors comment on fait son choix ? Il y a toujours eu beaucoup de sortes de yoga, moins que maintenant, mais on dit au départ qu'il y avait 22 écoles de yoga. Mhm. Donc, ça n'a jamais été un seul yoga. Et comment on fait son choix ? Un peu comme j'ai fait, parce qu'un ami nous parle d'une pratique qui lui plaît beaucoup et qu'on a des affinités avec cette personne, donc on va essayer. De toute façon, ce qui est important, c'est d'essayer. Si ça ne nous plaît pas un premier cours, surtout, il faut essayer un autre type de yoga parce qu'il y a une variété énorme de styles de yoga et qui vont correspondre plus ou moins à certains caractères, à des gens plus calmes, à des gens plus dynamiques. Mais en tout cas, l'idée que le yoga, ce serait quelque chose qui ressemble à une fille à côté d'un pot de yaourt sur un fond de montagne, ça, c'est archi faux. C'est un peu l'idée qu'on en a. Et puis, c'est aussi beaucoup de difficultés. Il faut être très sportif pour faire du yoga. Très sportif, non. Il y a les figures quand même, c'est un peu compliqué quand même. Pas obligatoirement, Ah bon ? Pas obligatoirement, ça dépend vraiment des types de yoga. Il y a le Kundalini Yoga, par exemple, on travaille énormément avec le souffle. On a des postures aussi, mais c'est toujours des postures en mouvement. Par exemple, on pratique pas du tout les postures très acrobatiques sur la tête ou des choses comme ça qui vont demander de pas avoir de problème de cervical. Donc nous, on n'est pas du tout dans ce type de travail. Et il y a d'autres sortes de yoga, des hatha yoga aussi, qui vont être très doux, qui peuvent vraiment convenir à tout le monde. Et après, c'est aussi la rencontre avec un enseignant. Il y a l'école, mais il y a aussi l'enseignant. Et chaque personne a son énergie, sa façon de transmettre. Et donc, c'est une affinité. C'est un peu comme pour les psys. On va accrocher avec tel psy ou tel autre, telle école. C'est un peu la même chose. C'est la psychologie du corps, alors. La psychologie du corps... Puisqu'il faut trouver la bonne personne, il faut que son corps parle, il faut l'écouter, il y a un dialogue. Mais le yoga, c'est vraiment pas que le corps. Le yoga, c'est un ensemble. C'est vraiment l'ensemble corps, âme, mental, émotionnel. C'est prendre l'être dans sa globalité et donc de parler à toutes ces parties et puis de parler beaucoup à cette part sacrée et éternelle qu'on a en nous. Et voilà, le corps est vraiment une aide pour nous aider à nous développer. Donc bien sûr que le corps est important, mais il n'est pas du tout, en tout cas dans le Kundalini, le premier choisi. Il fait partie d'un ensemble.
Mais souvent, on parle de Kundalini et on parle de yoga, mais c'est rare d'avoir les deux en même temps. C'est pas courant. Alors, cette pratique que je propose a été enseignée par un maître indien qui s'appelait Yogi Bhajan, qui est mort en 2004. Et il a commencé à enseigner aux États-Unis à la fin des années 60. Là, c'est récent quand même. Ouais, c'est récent. Et donc, il est arrivé à Los Angeles et il a rencontré plein de hippies. Et il a vu qu'ils étaient dans un état quand même assez, comment dire, très déstructuré. Et à cause des drogues, je suppose. À cause des drogues, ouais. Et il les a remis sur pied avec le Kundalini Yoga. Donc, c'est vraiment un yoga très curatif. Et alors vous, c'est quelque chose qui vous a attiré immédiatement ou vous avez essayé beaucoup de yoga avant? Non, ça a été... c'est cet ami, j'avais jamais fait de yoga, je voulais plutôt faire de la danse. Il m'a dit, viens au cours. J'ai été et j'ai senti quelque chose et je me suis dit, là, il y a quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que vous avez senti? Ça nous intéresse. Comment le décrire? Une sensation comme un espèce de flash. C'est-à-dire, au milieu d'un mouvement, j'ai senti comme un flash et comme si dans mon corps, il se passait quelque chose. Il y avait une compréhension qui se faisait, quelque chose que je n'avais jamais ressenti. Mais simplement, voilà, cette curiosité de ce truc que j'avais jamais senti, ça m'a attirée. Mais ça se passe pour... donc vous avez... ça se passe pour... Tout le monde? Pas tout le monde, je pense pas tout le monde. Bon, il y en a qui rament longtemps. Non, mais je pense que tout le monde n'est pas attiré par les mêmes aspects. Par exemple, je sais que j'ai des élèves qui sont arrivés à mes cours parce qu'elles avaient entendu les mantras qu'on utilise dans le Kundalini Yoga et que c'est ça qui les avait attirés, le son. Donc, on peut être attiré par le son, on peut être... Voilà, ça va dépendre des personnes. C'est une activité qui est plus féminine ou masculine? Je pense que par rapport au yoga en général, c'est quand même un yoga où il y a pas mal d'hommes. C'est vrai que la pratique du yoga est plus féminine, mais moi, dans mes cours, j'ai presque 50% d'hommes et 50% de femmes, presque. Un peu plus de femmes quand même. Et alors pour ce fameux flash, les hommes aussi le ressentent? Bien sûr, ça n'a rien à voir avec être féminin ou masculin, ça. Alors comment ça se passe une séance? À quoi ça ressemble? Alors, selon les thématiques, il y a toujours une thématique pour un cours. Donc, une thématique, ça peut être, aujourd'hui, on va travailler sur le foie. Aujourd'hui, on va travailler sur l'estomac. Donc, associé à ça, par exemple, le foie, c'est en relation avec l'émotion de la colère. Donc, on va travailler sur la colère, ou on peut travailler sur le stress, ou on peut travailler à être centré, ou on peut travailler à renforcer notre aura. On travaille le Kundalini Yoga, une de ses spécificités, c'est de travailler au niveau énergétique. Donc, on travaille vraiment l'énergie dans le corps. Et donc, ça va se ressentir physiquement, dans des couches énergétiques qui sont autour de nous, comme par exemple l'aura. Donc, selon la thématique, un cours peut être plus méditatif ou plus dynamique. Et en général, on commence par des échauffements. Ensuite... Des échauffements compliqués ou... Non, pas du tout compliqué. Travail sur le souffle, beaucoup de mouvements avec la colonne vertébrale, parce que la Kundalini, c'est une énergie qui est dans la colonne vertébrale. Donc, c'est un yoga où la colonne vertébrale est très sollicitée. Et puis, des mouvements comme ça, avec la colonne, des flexions, un peu d'étirement, voilà, pour s'échauffer. Et puis ensuite, ce qu'on appelle un kriya. Donc, une forme qui a été donnée par le maître avec une dizaine d'exercices qui vont avoir un but, une intention précise. Et donc, on va pratiquer pour à peu près, ça dépend, entre une demi-heure et 40 minutes. Ensuite, un temps de relaxation qui va permettre aux gens d'intégrer complètement le travail énergétique qui vient d'être fait avec le kriya, et donc de se détendre aussi, un moment qu'on adore en général, et ensuite un travail méditatif. Donc méditatif, assis, colonne droite, avec chant de mantra, posture avec les mains, des mudras,
ou des postures avec les bras en l'air, des mouvements, selon quelle méditation on choisit, qu'est-ce qu'on a envie de travailler. Et c'est pareil, on a peut-être 1000 méditations possibles. C'est énorme. Il a transmis entre donc les années 70 et les années 2000 une quantité énorme de ressources à utiliser. Alors je vois que tout cela est très très codifié. On peut pas faire n'importe quoi. Non, on peut pas faire n'importe quoi. Après, il y a une latitude au niveau de ce qui va être transmis, puisque donc il y a une variété très très grande. Donc il y a quand même une latitude énorme d'expression dans la séance. Et puis après, dans ce qu'on va raconter aussi. Ah bon, Comment on accompagne le cours. Bien sûr. Mais ensuite, on peut le pratiquer seul. Est-ce qu'il y a, ou c'est uniquement en groupe avec un professeur ou une professeure? Quand on rentre dans la pratique, il est tout à fait recommandé de pratiquer seul. On peut pas acheter un livre et s'y mettre. Il y a des gens qui font ça. Ouais. Il y a des gens qui font ça. C'est tout à fait possible. Mais c'est important le groupe d'être tous ensemble ou c'est... Au niveau énergétique, le groupe apporte beaucoup. Et avoir un enseignant, c'est important. Parce que l'enseignant, c'est quelqu'un qui a déjà vécu la plupart des difficultés qu'on va rencontrer dans notre pratique et dans notre chemin. Donc l'enseignant, c'est celui qui va pouvoir peut-être nous orienter un peu, nous guider, et ainsi que dans la pratique. L'enseignant propose une évolution toujours dans la pratique. Le Kundalini, c'est un yoga puissant, donc il a besoin d'être manipulé avec conscience. Et donc, voilà, un certain cheminement. Et par exemple, un exercice, si on dit, tel exercice, il faut le faire 5 minutes, ce serait pas juste de le faire 20 minutes. Et ça, c'est l'enseignant qui va proposer la forme juste. Seul, peut-être certaines personnes pourraient être amenées à faire un peu n'importe quoi, j'en sais rien. Il y a des gens qui sont un peu excessifs, ça peut être dangereux si c'est mal maîtrisé. Pas plus que le reste. C'est-à-dire que n'importe quoi qu'on fait de façon excessive est dangereux. Et moi, sur mes 15 ans d'enseignement ou presque, j'ai pas vu de blessure, par exemple. Alors que dans les sports, c'est combien de personnes qui partent au ski, qui reviennent avec un bras comme ça, une jambe. Donc, personne n'est devenu fou ou folle à force de pratiquer ou de... Dans les personnes avec qui j'ai travaillé, jamais. Ouais, parce qu'il y a des gens qui sont un peu excessifs, qui sont... Il y a des gens qui sont pas stables psychologiquement. Et ça, c'est après à chacun d'avoir son... comment dire? Il faut savoir s'écouter, quoi. Il faut savoir non seulement s'écouter, et puis aller à son rythme. Je sais que, par exemple, le travail... les personnes qui vont prendre, par exemple, des anxiolytiques, le Kundalini n'est pas obligatoirement recommandé parce qu'on va faire un travail inverse des médicaments. C'est-à-dire que les médicaments sont des inhibiteurs. Ils empêchent de ressentir les choses. Et nous, au contraire, ce qu'on fait, c'est qu'on déploie l'être. Donc, on déploie la sensibilité aussi. Donc, on travaille sur le système nerveux. On travaille sur le système glandulaire, on travaille sur le système sanguin, sur le système nerveux, on travaille sur tous les systèmes. Alors ça remue beaucoup alors. Comment ? Ça remue beaucoup à l'intérieur. Tout à fait, tout à fait. C'est ce que je vous disais. Il se passe des choses. Les gens doivent être surpris. Ça change leur vie finalement. Vous avez une certaine responsabilité sur leur destin. Chacun est responsable de soi, c'est quelque chose de fondamental à apprendre dans la vie. C'est qu'on est chacun responsable de nous-mêmes. Et que l'autre n'a jamais la responsabilité de nous, sauf les enfants, bien sûr, jusqu'à un certain âge, les parents sont responsables de leurs enfants, mais à partir du moment où on est adulte, on doit comprendre et accepter que nous sommes responsables. Donc la responsabilité de l'enseignant, elle est celle de guider avec bienveillance et maîtrise les séances, les cours, mais il prend en rien la responsabilité de la santé de quelqu'un, c'est chacun qui est responsable. Justement, vous parliez des enfants, on peut commencer jeune cette pratique ou c'est réservé plutôt à des adultes ? Il y a des cours de Kundalini Yoga pour enfants, pour travailler par exemple sur la motricité,
développer la joie, extérioriser les émotions. Il y a plein de choses possibles. Un cours de Kundalini pour enfants, c'est pas exactement pareil qu'un cours pour adultes. Oui. En termes de durée des exercices, mais oui, il y a des enseignants qui donnent des cours pour les enfants depuis des années et des années et qui font chanter les enfants aussi. Enfin, on peut faire des choses super avec les enfants aussi, ouais. Donc vous pratiquez aussi de façon privée le Kundalini Yoga ou privé, c'est-à-dire quand vous êtes chez vous à la maison, oui, ou vous faites simplement, c'est un travail quoi, comme un autre. Non, c'est pas un travail comme un autre. Moi, j'avais un travail que j'ai laissé, que j'ai arrêté il y a fort longtemps maintenant, parce que je sentais que ce travail n'était pas ce dont j'avais besoin. Et j'ai rencontré le yoga dans ce moment où j'avais laissé un espace pour qu'il se passe quelque chose dans ma vie, parce que je savais que je cherchais quelque chose. Donc quand j'ai rencontré le yoga, je l'ai jamais pris comme un travail. Ça a toujours été un cheminement pour moi personnel d'épanouissement, de recherche de quelque chose d'intérieur. Quand je vous entends, on a l'impression que vous avez rencontré une personne. Moi ? Oui. Moi. Oui. Donc, parce que je vous posais la question justement, parce que je vois vous faites des méditations, des stages, des cours, vous le pratiquez vous personnellement, et on doit en avoir marre au bout d'un moment. Le Kundalini Yoga, c'est hop, j'en peux plus quoi. Il n'y a pas des moments de lassitude? C'est la difficulté quand on choisit de faire en même temps quelque chose qui va devenir notre métier et qui en même temps notre pratique personnelle. C'est envahissant quand même. C'est très envahissant, mais ça, c'est pas le problème. C'est que, bien sûr, dans tout chemin, dans toute vie, on a des moments de difficulté. On a des moments où on en a marre, on a des moments où on voudrait arrêter, où on se dit peut-être j'aurais dû faire autre chose. Bien sûr. Et ça, je pense que c'est tout le monde dans tous les métiers, dans tous les chemins. Et j'ai ça aussi. J'ai des années très, très difficiles où je rencontre des résistances en moi-même, où je sais plus, où je sais pas trop comment faire pour avancer, pour évoluer, pour sentir que ça fonctionne. Mais ça, c'est le cheminement. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, définitivement. Et ça, c'est vrai pour les gens qui pratiquent le yoga, mais c'est vrai pour tout le monde, je pense. Et quand vous avez décidé, donc, une quinzaine d'années de changer de vie, votre entourage, comment les gens ont réagi? Ils vous ont pris un peu pour une personne originale? Ils ont trouvé étrange votre transformation, ou ils ont été contents pour vous? Je pense que ça a été très étrange, très, très étrange. En particulier pour mes parents, qui ont même eu un peu peur de qu'est-ce qu'elle fait, de quoi s'agit-il. Et puis, j'ai changé de vie. Surtout, j'ai vraiment changé de vie. C'est-à-dire que j'avais une vie où je sortais beaucoup, je faisais beaucoup la fête. J'étais une vraie Parisienne. On fait plus la fête alors avec le yoga, c'est fini? Disons que moi, j'ai fait la fête entre mes 18 et mes 28 ans d'une façon absolument effrénée. Et que je pense que c'est bien de faire des choses différentes dans une vie, qu'on n'est pas obligé de rester bloqué sur un style de fonctionnement. Et je pense avoir vraiment participé à assez de fêtes, de vernissages et de beuveries pour passer à autre chose. À un moment, j'ai trouvé ça plutôt bien. Et vraiment, ça a été ça. Voilà, ça a été un passage. J'avais vécu quelque chose que je regrette absolument pas, parce que c'était aussi super. Mais dans toutes ces sorties que je faisais, ces fêtes où j'allais, toute cette relation à l'art, j'avais une recherche. Je cherchais quelque chose. Et vu ce que je fumais comme cigarette et ce que je buvais comme alcool et tout ça, je l'avais pas trouvé, franchement. Et c'est vraiment le yoga qui a commencé à me permettre de me détendre et de découvrir qu'on pouvait avoir confiance en soi, qu'on pouvait être
plus en harmonie avec les choses, qu'on pouvait voir aussi la vie d'une autre façon. Et c'est ça qui m'a permis de changer mon style de vie. Et j'ai fait tout ça vraiment sans aucune contrainte. C'était une joie. C'était vraiment un plaisir. Il y a eu des blocages au départ, là. C'est compliqué la transformation ou ça se fait comme une lettre à la poste? Alors, ça, je raconte sur mon site internet 123yoga.net. Justement, il y a une rubrique qui s'appelle Mon expérience, où j'explique comment ça s'est passé pour moi au début. Et vraiment, en 3 mois, ma prof m'a dit arrête de boire du café. Je buvais plein de café. J'ai arrêté le café comme ça. Après, au bout de à peine 1 an, j'ai participé à un festival de Kundalini. Et là, j'ai arrêté de fumer, ce qui pour moi était juste hallucinant, vu que je fumais quand même 20-25 cigarettes par jour, enfin plutôt 25 que 20. Voilà. Et j'ai pu arrêter ça alors que je pensais mourir d'un cancer. Pour moi, c'était OK. Il y avait pas de... Je faisais ce que je voulais de ma vie et c'est ça. Et c'est ça la magie. C'est ça. Il n'y a pas un manque? Il n'y a jamais eu un manque de reprendre une cigarette ou de... Ah bah j'ai beaucoup mangé. J'ai eu une période où j'ai pris 10 kilos quand même. Hein. Donc le yoga, ça aide quand même. Il a fallu vivre cette période où je suis passée d'un 36 à un 40. Ça a été bon. Mais j'étais tellement heureuse d'avoir arrêté de fumer. Ça me paraissait tellement magique et merveilleux que j'ai assumé ça. Je l'ai assumé comme un passage. Et donc, ça m'a pris un moment pour me réguler. Pour régler toutes les questions émotionnelles que la cigarette pouvait évoquer chez moi. Si je vous avais rencontré il y a une vingtaine d'années, quelle est la différence finalement dans votre comportement? C'est que maintenant je vais à des soirées, que je m'éclate comme une petite folle et que je bois pas une goutte d'alcool, que je fume pas une cigarette, que je fume pas un joint. Mais plus profondément, et que je suis heureuse de parler aux gens. Oui. Et que j'ai pas besoin d'avoir un verre à la main, d'avoir une cigarette. Et puis je le fais avec plaisir parce que j'en ai envie. Je suis pas du tout blasée de ça. Je suis contente d'y aller. Je suis contente d'y être. Voilà pour des aspects. Puisque vous me posiez une question par rapport à la société, comment j'étais en société par rapport à comment j'étais avant en société. Donc voilà. Donc à l'époque, vous n'étiez pas heureuse alors finalement? À l'époque, j'étais beaucoup plus angoissée que maintenant et pas obligatoirement très, très à l'aise, comme un peu tout le monde, je pense, en même temps dans un besoin de lien avec les autres et en même temps dans une difficulté avec ce lien. Et aujourd'hui, ça, c'est beaucoup plus fluide avec moi. Donc le Kundalini Yoga, ça vous a rééquilibré, recentré et en profondeur, ça va très très loin ou... Ça va très loin en profondeur, oui. Et il y a certains aspects que je soupçonnais, mais que je ne connaissais pas parce qu'on n'a pas d'éducation à ça. Non seulement pas d'éducation à la respiration, ce qui serait une base et qui vient doucement dans les écoles, et ça, c'est génial. Mais aussi au fait que on n'est pas qu'un corps, que la vie est sacrée, que le sacré est partout, que l'amour est partout, et que ça, c'est... Vous êtes sûre? Ouais, j'en suis sûre. Mais que c'est... L'amour partout, on le voit pas très souvent quand même. Que c'est caché. C'est caché par les peurs. Et donc, on a un très, très gros travail à faire sur nous par rapport aux peurs, pour dégager ces peurs et laisser cet amour qui est en nous apparaître. Vous prenez les enfants de 1 an, 2 ans, vous allez voir, ils sont gentils, ils sont serviables, ils ont envie de... Ah bon? C'est comme les adultes, il y a des bons enfants et des mauvais enfants. Ah, je crois pas, moi. Non. Ah, je crois pas. Vous êtes confiante dans l'homme, dans l'humain? Vous avez confiance? Je pense réellement qu'il y a une partie bonne en nous, quand même. Ce qui sous-tend, c'est l'amour. Et que ce qui recouvre ça, c'est la peur. Et que ce qu'on vit actuellement, c'est juste des gens qui sont
morts de trouille, les uns les autres, tous ensemble, et que ça donne ce qu'on est en train de vivre. Après, dans les sciences ésotériques, c'est aussi une période qui est annoncée, qui s'appelle le Kali Yuga, qui est l'âge de fer, qui est un âge comme ça de déconstruction et de chaos. C'est ce qu'on vit en ce moment. C'est ce qu'on vit en ce moment. Et alors, ça va durer longtemps? Je crois que ça va durer un moment encore. Je pense pas que... Donc on est mal barré. C'est une expérience. C'est une expérience. Voilà, de toute façon, on sait qu'on est et on sait qu'on va mourir aussi. Oui. C'est une expérience. Et puis, et voilà. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps où on est là? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on apprend? Comment on grandit? Comment, quand ce sera le moment de mourir, on regardera notre vie et on verra ce qu'on a fait, ce qu'on en a fait, qui on a été. Voilà, pour moi, c'est une expérience. Et le Kundalini Yoga peut aider à mieux comprendre, à avoir des réponses à ces questions? À supporter l'absence de réponse, je veux dire. C'est pas des réponses qu'on cherche, c'est juste qu'est-ce qu'on va vivre, qui on va être dans notre vie. Donc c'est pas une réponse, c'est juste un cheminement. Qu'est-ce qu'on va faire de notre vie, qui on va être. C'est une sorte de béquille finalement, le Kundalini Yoga. Ça nous aide à mieux supporter les difficultés de l'existence. Vous êtes créé un monde finalement. Supporter les difficultés. Non, parce que ça permet justement d'avoir... Moi, je suis hyper heureuse depuis toutes ces années. J'ai eu combien d'élèves? Des centaines de personnes qui sont arrivées et qui traversaient par exemple un deuil et étaient super mal, en dépression, et que le Kundalini Yoga, je parle de cet exemple-là parce qu'il est arrivé plusieurs fois et que j'en ai eu le retour... Et effectivement, ces gens-là, grâce au yoga, ont remonté la pente du deuil. De plein de gens comme ça qui étaient en difficulté ou qui ont pu rebondir grâce au yoga. Donc moi, je suis super heureuse d'avoir permis ça. Vous, Isabelle, vous le vivez, on l'entend dans vos mots, dans vos gestes à 1000%. Mais alors, les gens qui viennent vous voir, comment ils adaptent à la vie moderne? Parce que je suppose que toutes les personnes qui vont en cours avec vous n'arrêtent pas de fumer ou de boire ou de faire la fête ou... J'espère que si. Ah bon? Vous avez donc des résultats... ils viennent tous comme vous? Non, c'est pas une histoire d'être cloné. Hein. On est tous différents. Non, ils ne viennent pas tous comme moi, mais... Je pense qu'on ne peut pas pratiquer le Kundalini Yoga pendant des années sans arrêter de fumer, sans changer ces choses-là, ces aspects fondamentaux. Parce que c'est vraiment un travail de nettoyage dans le corps. Donc on nettoie tout le système. Et quand le système est nettoyé, il y a quelque chose qui fait qu'il n'a pas envie d'être encrassé. Donc, ça marche un peu, 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais après, il y a un moment où il faut faire un choix. Soit on arrête la pratique, soit on rentre plus dans la pratique et ces choses-là vont diminuer, disparaître petit à petit. C'est le principe de tous les yogas, je pense. Hein. Que finalement, l'avenir... Et donc, oui, simplement, Yogi Bhajan a enseigné le Kundalini Yoga pour des gens actifs, hein, pour des gens qui travaillent. Ça n'a pas été enseigné pour partir dans l'Himalaya, se mettre dans une grotte. Ça a vraiment été enseigné pour être plus fort, plus efficace dans notre vie de citadin. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de faire retraite pour pratiquer le Kundalini Yoga. Et vous, en vivant à Paris, vous le vivez bien? Vous préférez pas être justement... en Inde ou à l'Himalaya ou en retraite? Moi, vraiment, je suis hyper heureuse de ce que j'ai pu apporter aux gens et ce que j'apporte aux gens qui viennent à mes cours. Donc, j'ai ce désir de partager. Aller dans l'Himalaya, c'est un autre travail. C'est un travail où on va rester avec soi. Et on dit qu'il y a des sages comme ça qui sont dans l'Himalaya et qui veillent sur l'humanité et qui méditent et qui ne font que ça, méditer pour aider l'humanité justement à traverser tout ce qu'on est en train de vivre. Mais ça, ça vous tente pas?
Non, c'est pas mon. Je sens pas que ce soit mon chemin. Je pense que je suis faite pour enseigner. C'est une place qui est assez juste pour moi. Je suis à l'aise dans ce rôle-là. Mais ces pratiques sont ancestrales quelque part. Ouais. Et elles arrivent encore à être modernes. C'est-à-dire. On peut poser la même question avec la peinture. Est-ce que Léonard de Vinci est moderne? Ça évolue quand même la peinture. Oui, mais est-ce que Léonard de Vinci est moderne? Moi, je dis oui. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus, quoi, de Léonard de Vinci. Personne n'a ce talent. Pour moi, plus personne n'a ce talent, on ne peut pas le dire non plus. Pour moi, le génie n'a pas d'âge et la modernité, c'est... Bon, pour moi, ça ne veut rien dire. Est-ce que c'est vivant? Est-ce que c'est beau? C'est ça qui fait sens. Et la beauté a toujours existé, elle existera toujours. Et je pense que c'est vrai pour tous les temps. Si on parle un petit peu de musique, c'est un peu l'originalité du Kundalini Yoga, c'est qu'on pratique, on écoute. Comment ça se passe? Quel est votre rapport avec la musique? Eh bien, on travaille avec des mantras. Les méditations sont souvent en musique. Alors, vous les fournissez, les mantras, ou comment ça se passe? On peut les chanter. Ça dépend. Des fois, on chante, des fois, on fredonne, des fois, on écoute. Des fois, il n'y a juste rien, il y a du silence aussi. Mais ce sont des musiques qui élèvent, qui vont permettre une élévation. Et ce sont des sons sacrés. Donc, qui vont faire un travail au niveau du cerveau, au niveau des glandes, de transformation. Vous avez un mantra pour arrêter de fumer, par exemple? Je sais pas. Non, c'est dommage. Faudrait que j'étudie la question pour arrêter de fumer. Est-ce qu'il y a vraiment un programme? Mais je pense que pour arrêter de fumer, c'est un travail sur la confiance en soi, l'estime de soi, la reconnaissance, l'amour de soi. Et quand on travaille sur ces notions-là, ce qui se fait donc dans les cours, parce que même si un cours va travailler sur une thématique, il travaille toujours sur la globalité de l'être. Et donc, petit à petit, qu'on s'aime de plus en plus, qu'on a de plus en plus confiance en soi, et on va de plus en plus vers ce non-besoin d'avoir un truc dans la bouche. Voilà. Vous pensez que les gens ont du mal à s'aimer? C'est compliqué? Ça, j'en suis certaine. Vous en rencontrez encore? Parce qu'il y a des gens qui s'aiment trop aussi, c'est un petit peu l'excès inverse. Est-ce qu'il y a des gens qui s'aiment trop? Les gens sont égoïstes dans notre monde aujourd'hui quand même. Oui, mais tout ça, c'est des protections. C'est pas vraiment ça, l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui est fluide. C'est pas quelque chose qui retient ni qui coupe. Donc, l'égoïsme ou l'individualisme, c'est une forme d'éducation qu'a une certaine génération. Et je le sais bien, puisque je suis un peu de cette génération-là, où on est très individualiste, mais parce qu'on a été élevé comme ça. On a coupé les gens de la structure... Enfin, les structures familiales ont explosé, donc les gens sont devenus plus individualistes. Je suis d'origine corse et j'ai pu sentir encore en Corse... le phénomène de clan, clanique. Ouais, ou de la famille, simplement d'avoir les grands-parents qui sont encore là, et d'imaginer même ce que ça pouvait être pour mes grands-parents ou mes arrière-grands-parents qui vivaient dans la montagne, tous ensemble dans un village, et il fallait aller ramasser les châtaignes, donc fallait travailler tous ensemble pendant le moment où c'était le temps de ramasser les châtaignes, et il n'y avait rien d'individuel. Et il fallait travailler ensemble, il fallait être ensemble, c'était la nécessité pour survivre. Maintenant, on est dans une société où on a la possibilité de survivre seul et on est en train de l'expérimenter. Après, on est aussi en train de voir que cette solitude n'est pas quelque chose qui nous plaît pour la plupart. La plupart, on a un besoin réel de connexion avec les autres. Isabelle Silvagnoli, on va retrouver Mathieu qui va nous parler de ce qui se passe en ce moment sur btlv.fr. Ouais, et juste avant, je voudrais juste mettre en avant ce qu'on est en train d'écouter, Snatam Core, voilà, c'est la musique qu'on est en train d'écouter en ce moment. Un joli mantra, on peut parler de mantra, hein, c'est ça? Oui. Voilà, c'est un mantra. C'est un mantra musical, moi je crois. Et puis on fait un mantra, petit je pensais break. que c'était un mot qu'on répétait. Oui, mais là, je ne sais pas exactement quel morceau.
Ah si, j'entends la voix là. Ouais, la voix arrive. On va l'écouter un petit peu et on se rejoint juste après. C'est Et si on allait mieux avec François Demier sur BTLV. À découvrir Snatam Core. J'ai un gros coup de cœur là pour moi là, j'adore. Oui, je vois, tu es transformé déjà. Non mais c'est hyper agréable, c'est céleste, je sais pas, j'aime beaucoup cette musique. BTLV, analyser, décrypter, comprendre. Bon, en tout cas, dans cette émission, on fait un petit break. Alors, moi je vous propose quand même des libres antennes très régulièrement, avec Anne Tufigo, avec Annabelle de Villedieu, avec Marielle Laheurte. Voilà, il y a différentes personnes qui viennent sur BTLV et voilà, Annabelle de Villedieu, elle nous propose un coaching de vie. Ça se passe tous les mois sur BTLV, écoutez. Un blocage dans votre vie? Une direction à choisir? Annabelle de Villedieu vous propose de vous aider sur BTLV avec son coaching de vie. Pour participer gratuitement à l'émission, envoyez-nous vos coordonnées à rédaction@btlv.fr. Voilà, donc ça c'est avec Marielle Laheurte, c'est tous les mois. Si vous avez des petits soucis en termes de, je sais pas, par exemple d'amitié, d'amour, de famille, de travail, des soucis financiers, toutes ces choses-là, elle essaie de comprendre un petit peu votre chemin de vie, on essaye de discuter ensemble. Et c'est assez intéressant parce qu'en général, les soucis, les problèmes des uns peuvent nous apporter quelques solutions même dans notre vie. Et puis il y a autre chose. Alors là c'est peut-être, allez je veux dire, c'est mon petit chouchou, c'est mon émission préférée, c'est l'interprétation des rêves. Et c'est avec Marielle Laheurte tous les mois également sur BTLV. Vous avez toujours voulu comprendre vos rêves. Marielle Laheurte vous les explique sur BTLV. Pour participer gratuitement à l'émission, envoyez vos rêves à rédaction@btlv.fr. Voilà, si je me suis permis de me faire cette petite auto-promo, c'est surtout parce que ces émissions nous permettent d'aller mieux et je pense que ça va en lien justement avec toutes les émissions que vous propose François Demier. Si vous êtes tout nouveau et que vous ne connaissez pas trop comment fonctionne le site, eh bien vous allez tout simplement sur la petite loupe qui est en haut à droite de votre ordinateur et vous tapez François Demier ou alors vous tapez Et si on allait mieux. Et là, vous allez pouvoir retrouver toutes les autres émissions de François Demier qui vous permettent d'aller, d'aller mieux. Allez, on retourne à notre Kundalini Yoga sur BTLV avec François Demier et son invité. Pour que votre vie soit plus belle, et si on allait mieux, avec François Demier et ses invités. J'adore, j'ai l'impression d'être Julie sur Europe 1. Il est 14h02 sur Europe 1, sur BTLV bien sûr. Voilà, avec donc la suite, et si on allait mieux, Isabelle Silvagnoli, d'origine corse. Vous êtes fière de votre origine corse? J'adore la Corse. Ça Je suis merveilleux née à Paris, Ah oui, mais voilà. comme tous les Corses, on est attaché à notre île. Et donc, le Kundalini Yoga, le yoga, on arrive un petit peu à comprendre, mais Kundalini, c'est un côté un petit peu sexuel, le Kundalini, tout seul. Eh bien non. On l'évoque souvent. Souvent, c'est comme le tantra, c'est des choses qu'on rapporte souvent un côté sexuel. Ça procure j'ai fait pas mal d'émissions là-dessus, on évoque souvent l'orgasme, le bien-être absolu. Ouais. Par rapport à cette question, mon impression, c'est que, comme Freud disait, tout est sexuel. Alors, si tout est sexuel, effectivement, le Kundalini Yoga l'est aussi. Donc, ça apporte vraiment beaucoup de bien-être, alors. C'est difficile pour moi, puisque moi, c'est ma pratique. Donc, du coup, je connais d'autres pratiques qui apportent beaucoup de bien-être. Mais celle-là, N'importe quelle pratique qu'on va pratiquer avec le cœur et nous apporte du bien-être, je pense. Et le sport aussi apporte du bien-être, ça déclenche les endorphines, machin. Voilà, le système hormonal est stimulé par toutes les pratiques physiques et ça procure du plaisir. C'est tout à fait scientifique, ça c'est certain. Le principe du Kundalini, ça va être de transcender quelque part cet aspect sexuel dans un amour plus grand.
l'aspect important sexuel, il est chez tout le monde. Ouais, mais c'est important Il est d'associer partout. justement. Pas du tout. Non Pas du tout. Moi, c'est vrai que des fois, j'ai des gens qui m'appellent et qui voudraient que je leur fasse des trucs de tantra ou quoi. Alors là, c'est exactement pas Mhm. ce que je propose. Mhm. Voilà, c'est pas du tout un truc vicieux ou... Oui, non, parce que moi je vous pose la question parce que en préparant l'émission, j'avais trouvé que on disait que la pratique se baserait sur la maîtrise de l'énergie sexuelle présente en chacun de nous. C'est important, les énergies, tout ça. Bien sûr que les énergies sont importantes parce que la Kundalini yoga, est basée au bas de la colonne vertébrale. Donc on dit les choses comme ça, mais réellement, quand je dis Freud dit que tout est sexuel, c'est un peu ça, c'est un peu de ça dont il s'agit. C'est que en réalité, l'énergie qui nous anime, c'est une énergie de vie, et que l'aspect sexuel fait partie de la vie parce que c'est la procréation. Donc ce maître indien, donc on rappelle son nom, c'est Bhajan, Yogi Bhajan. le yogi Bhajan. Lui justement, pourquoi il a voulu associer la Kundalini au yoga? Pourquoi est-ce qu'il a appelé ce yoga Kundalini Yoga? Parce que c'est un yoga qui va éveiller plus rapidement peut-être la Kundalini que tous les autres yogas, dont c'est aussi le but, puisque l'éveil de la Kundalini, c'est l'éveil de la conscience. Ok, c'est le but de tous les yogas. Seulement avec le Kundalini, on peut le faire plus vite. C'est un accélérateur. C'est un yoga de notre temps, c'est un yoga de notre époque. C'est un yoga où en un an, on peut arrêter de fumer, changer plein de choses en nous, renforcer notre système nerveux. Devenir professeur. Devenir professeur si on en a envie, mais ce n'est pas une obligation. Vous en avez eu beaucoup dans tous vos élèves, votre centaine d'élèves Qui sont devenus enseignants. Comme vous, oui. Comme moi? Ah non, mais comme moi, il n'y en a pas d'autres. Non, enfin, qui ont choisi d'enseigner. Qui ont choisi d'enseigner, oui, il y en a quelques-uns. Après, honnêtement, c'est professeur de yoga, c'est un métier très, très difficile. Très difficile parce que comme c'est un travail qui va nous confronter sur notre cheminement personnel, enfin, du moins, c'est mon avis, ça marche avec notre cheminement personnel, eh bien, il y a des moments vachement durs. Et il y a beaucoup de gens, quand les moments sont difficiles, ils préfèrent faire autrement, faire autre chose. Et les personnes qui viennent vous voir, en général, leur parcours, ils ont déjà essayé d'autres yogas, d'autres techniques, d'autres formes, ou tout de suite sont arrivés sur le yoga? Est-ce que les gens se cherchent beaucoup avant d'arriver au Kundalini Yoga? Je pense quand même qu'il y a une grande partie des gens qui ont déjà pratiqué d'autres yogas ou d'autres techniques énergétiques ou avant d'arriver au Kundalini Yoga. Mais après, j'ai aussi des petits jeunes de 20 ans, 25 ans qui arrivent et qui ont fait 3 trucs de pleine conscience et puis qui ont découvert le Kundalini Yoga par je ne sais quel hasard et qui arrivent au cours. Voilà, comme moi, je suis arrivée complètement novice. Les deux sont possibles. C'est pas une obligation d'avoir un parcours avant, mais c'est vrai que c'est aussi fréquemment le cas. Le rôle de la méditation, il faut être un bon méditant pour accéder au Kundalini Yoga. C'est important, la méditation. La méditation, c'est un apprentissage, c'est pas un acquis. C'est vraiment un apprentissage et ça se pratique. Plus on va pratiquer, mieux on va y arriver. Donc voilà, il faut. Beaucoup de choses. Oui, non, mais juste, c'est comme beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que les gens souvent arrivent au yoga et vont être déçus de pas y arriver. Mais c'est normal. C'est comme le reste, ça s'apprend. C'est pas. Et puis la méditation, c'est un outil pour nettoyer le subconscient, pour éclaircir son mental. Donc c'est-à-dire pour vider les poubelles, on pourrait dire. Et donc vider les poubelles, c'est un truc qui est pas obligatoirement très agréable. C'est-à-dire qu'on s'en rend compte, on a beaucoup de pensées. Et donc celui qui croit que la méditation, ça va être un moment où on n'a plus rien et où on est dans la béatitude. Non, c'est pas ça. La méditation, c'est souvent une demi-heure pleine de pensées pour 10 secondes où, tac, tout d'un coup, il y a un vide. Mais c'est ça le travail et c'est ça qui va nettoyer
et permettre dans notre vie de tous les jours d'avoir un mental plus clair. J'aurais une petite question, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, on parle de yoga, Kundalini Yoga. Physiquement, ça ressemble à quoi? Quels sont les gestes, les positions que vous faites? Parce qu'il y a différents types de yoga. Moi, je m'y connais pas beaucoup. Et ça a l'air hyper intéressant et ça a pas l'air trop compliqué en plus, le Kundalini Yoga, d'après ce que j'entends depuis tout à l'heure. Je vais pas vous demander de faire une démonstration, mais quel genre de gestes, quel genre de position, de posture vous conseillez ou vous mettez en pratique? Alors, je donne sur YouTube des cours le mercredi soir en direct à 20h. Voilà, donc là, ça peut être un moment pour voir de quoi il s'agit au niveau des exercices. Après, les exercices, c'est les postures de yoga traditionnelles, donc 84 postures qui vont avoir des noms différents. Oui. Ça peut être le triangle, ça peut être Shavash. Donc, il y a toute une liste de postures qui sont un peu des postures traditionnelles qu'on a dans le Hatha Yoga aussi. Et puis après, c'est la question du souffle qui va être beaucoup plus présente que dans la plupart des yogas. C'est-à-dire vraiment, on respire puissamment souvent, ou on peut respirer parfois par la bouche, ou alterner bouche, nez, siffler, faire des hauts. Voilà, par exemple, quand on travaille sur les émotions, on respire beaucoup par la bouche parce qu'on va stimuler les points des émotions qui sont autour de la bouche. D'accord, donc ça, là, on c'est parle beaucoup assez de ça, spécifique au Kundalini. Mais le corps, comment il se tient? Parce que moi, je sais que j'ai fait une fois un cours de yoga. Je peux vous dire que j'ai transpiré comme pas possible. C'était pas du tout évident. Est-ce qu'on est dans ce genre de yoga très compliqué physiquement ou pas? Parce qu'on parle beaucoup de respiration. Enfin, j'arrive pas trop à visualiser en fait quel genre de yoga c'est. Il y a un aspect physique qui se construit petit à petit. Bien sûr, hein, le yoga, c'est quand même un travail aussi avec le corps. Donc, et c'est certain qu'un corps en forme va nous aider à avoir une tête en forme et à être tout en forme. Donc, le corps est important. Mais on n'a pas de posture acrobatique. Voilà, c'est ça que je voulais savoir, parce que c'est vrai que là je parlais de yoga avec une amie l'autre jour qui en fait régulièrement, mais c'est pas du Kundalini Yoga, et elle me parle de certaines positions. Elle me dit voilà, c'est pas évident quoi, ça fait 2 ou 3 ans qu'elle en fait toutes les semaines. Elle m'a dit mais voilà, c'est pas facile quoi, j'ai du mal. Alors je sais pas comment s'appelle son yoga à elle. Hein, voilà, nous c'est pas ça. Il y a des yogas où il y a année 1, année 2, année 3 et où entre le passage d'une année à la deuxième année, il faut comme valider certaines postures ou quoi. Le Kundalini, c'est pas du tout comme ça. C'est vraiment chacun. C'est cool, ouais. C'est cool et c'est ludique. Chacun fait de son mieux dans la posture. Et on travaille un peu sur ce truc un peu punchy du on tient. Les exercices, c'est 1, 2, 3 minutes. Mais on fait quand même, on travaille par exemple les centres énergétiques du bas, ça se travaille souvent par des abdominaux. Donc si vous avez déjà fait des abdominaux, c'est pas si facile que ça. Mais ça prend pas 3 ans non plus pour faire des abdominaux. C'est pas... Ouais, d'accord, voilà. Je vois. D'accord, ok, je visualise. Après, le mieux, c'est vraiment, et c'est ce que je conseille à tout le monde, c'est de venir faire l'expérience. Parce que, c'est en faisant l'expérience qu'on va sentir si on aime une pratique ou pas. On ne pourra jamais le savoir par des écrits. C'est vrai que des gens qui vont pratiquer pendant des années et des années des yogas, en lisant, ils ont déjà pas mal de bases, en lisant, ils vont sentir que, avec le Kundalini, par exemple, il y a plein de notions qui sont là, qui vont pas être là dans d'autres yogas. Donc, ça peut être dans le cheminement un plus. Mais pour quelqu'un qui a jamais pratiqué, il faut juste venir essayer, faire un premier cours. En général, les profs proposent des cours, le premier cours à 10 € ou quelque chose comme ça, en tout cas comme je le fais. Et c'est la meilleure façon, c'est de faire l'expérience. Est-ce qu'on découvre beaucoup de choses en nous? Est-ce que vous avez vu des élèves tout d'un coup qui ont découvert des dons cachés, des choses qu'ils ne connaissaient pas en eux, qui leur ont permis de faire autre chose? Je sais pas, des dons. Je sais pas, ils se sont mis à jouer au piano très bien ou faire du sport, ou je ne sais pas. Est-ce que ça développe des capacités, voilà? Je peux pas trop le dire. En général, quand on parle des dons dans ces pratiques-là, c'est plutôt des choses comme la télépathie ou des choses comme ça, plus que le piano. Franchement, le piano...
Je voulais vous faire prononcer le mot télépathie, j'ai réussi. Donc ça marche. Ça peut, Ouais. ça dépend avec qui on travaille. Mhm. Il y a des enseignants qui savent transmettre ce genre de choses. Mhm. Et vous l'avez vécu? Oui, en partie, mais c'est des aspects qui sont très personnels, dont les gens ne parlent pas, Mhm. parce que c'est... Sauf sur BTLV, on parle de tout. Non, mais parce que ça appartient à... Bien sûr. y a, le yoga, ce qui est génial dans le yoga, c'est que ça nous apprend à aller à l'intérieur de nous et aller voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et quelque chose qui est un peu compliqué en ce moment, c'est qu'on est tellement sur l'extérieur, toujours le jugement. Et donc, voilà, ce que nous apprend le yoga, c'est d'aller chercher à l'intérieur de nous. Et ça, c'est très, très, très précieux. Et quand on va chercher à l'intérieur de nous, effectivement, on va développer des capacités qui sont des capacités internes. Et tout à l'heure, vous avez parlé de l'aura. C'est un terme qu'on a un peu abordé sur BTLV, que j'ai abordé. On n'en parle pas très souvent. L'aura, c'est un corps énergétique. Oui, je sais, mais comment vous l'abordez dans la Kundalini Yoga? Vous en parlez librement? Librement, parce Les que... gens ne sont pas surpris, parce que c'est quand même c'est un côté un peu religieux, icône. Peu de gens savent exactement ce que c'est que l'aura, quoi. Oui, mais les gens, ils ont besoin de connaître les choses les plus importantes. Et ce qui est très important avec l'aura, c'est que c'est un corps de protection. Donc, ça permet de pas trop tomber malade, d'attirer les bonnes énergies. Et on a des exercices tout simples. Donc là, je peux montrer un truc? Oui, on attendait ça avec impatience. Alors, par exemple, voilà, on tire les pouces comme ça, on replie les doigts là qu'on va poser sur les mains. On tire nos bras comme ça, donc dans cet angle-là précis. Et là, on travaille soit assis, soit debout, cette posture. Et on va pratiquer une respiration qui s'appelle la respiration du feu. Je vous fais donc une petite courte démonstration. On inspire et on vient étirer nos bras, ramener les pouces comme ça au-dessus et les faire se toucher ensemble. Ok ? Là, je vous ai montré sur 10 secondes. Mais quand on pratique 3 minutes, cette respiration du feu dans cette posture, on va développer, renforcer l'aura. Et là, on ajuste le corps énergétique ici en touchant les pouces ensemble. Et ensuite, on relâche. Et ben voilà, cet exercice travaille sur le corps aurique. Et donc, il y a de bons résultats. Oui. Et bien ça marche sûr. Pour tout le monde. Les gens qui pratiquent le Kundalini Yoga sont en général assez lumineux, on va dire. On peut remarquer ça. Il y a quelque chose de lumineux. On parle aussi beaucoup sur BTLV. Tout ce qui est âme, conscience, sont des choses aussi qu'on aborde dans les cours. Oui. Peut-être plus dans les stages que dans les cours, parce qu'un cours, c'est 1h30, 1h15, 1h30 selon. Donc, après, c'est toujours une question de temps. Qu'est-ce qu'on a le temps de faire en 1h30? Et donc, il y a déjà beaucoup de travail de enlever du stress, de recentrer, de renforcer. Mais oui. Alors, comment vous abordez ces thèmes en stage? Comment on parle dans la Kundalini Yoga de conscience, d'âme, ce genre de choses? On l'évoque, on en parle, ça se travaille aussi? Bien sûr. Ah, bien sûr. C'est la méditation, c'est... Ça peut être par là, oui, en grande partie la méditation, mais on a aussi donc toute une série d'exercices physiques qui vont nous amener à aller dans des états méditatifs plus clairs, comme la musique qu'on écoutait tout à l'heure, par exemple. Voilà, aller dans des sphères plus légères, des sphères qui vont plus plaire à notre âme. Et l'alimentation, c'est important aussi? Oui, c'est important. C'est la nourriture du corps. C'est important. Donc, Yogi Bhajan avait donné un régime pour les yogis, le régime Pritikin. Mais donc, c'est un monsieur qui s'appelle comme ça. Et, ça, c'est petit à petit. On parle pas de ça au premier cours. Après, c'est chacun dans son cheminement qui va prendre sa responsabilité par rapport à la nourriture, par exemple. Donc, c'est un régime végétarien, sans excitants.
C'est-à-dire sans excitant, sans alcool. pas d'alcool, Bon, ça c'est dur. pas de... Non, c'est Du bon vin, c'est quand même C'est c'est la pas- terre, c'est agréable. Avec modération, bien sûr. Juste un verre, c'est quand même agréable. Se Bah- faire plaisir, c'est important. Ouais, mais alors ce qui se passe, c'est que quand on change son alimentation, qu'on devient végétarien par exemple, On a envie de. le goût est différent, notre goût s'affine, il devient différent. Moi, j'étais une grande amatrice de bon vin. Donc, je veux dire, d'où je viens, je l'ai expérimenté. C'est pas comme si j'avais jamais aimé l'alcool et que j'avais arrêté l'alcool. Pas du tout. J'aimais le vin, j'aimais le bon vin et tout. J'allais... mon papa m'avait emmené à Saint-Émilion, Ah. tout ça. Je connais bien, j'ai fait la route des vins et j'adorais ça. Mais maintenant, j'en ai juste plus du tout envie. Il n'y a même pas Et la non. nostalgie. Ah non. C'est important le passé, Le goût, les racines. Le goût du vin, maintenant, pour moi, c'est trop fort. Dans la bouche. Alors, je le sens. Par exemple, je peux sentir un vin et sentir s'il est bon. Mais j'ai pas envie de le boire. Mais voilà, moi, c'est mon cheminement personnel. C'est pas une obligation. Il y a des gens qui pratiquent le Kundalini Yoga une fois par semaine et qui boivent du vin, hein, bien sûr. Mais quand on va rentrer dans une pratique plus assidue, naturellement, c'est un principe d'allègement. Il y a quelque chose qui doit s'alléger en nous. Et ça se fait vraiment fort quand on arrête quand on diminue la viande, quand on diminue le poisson, quand on diminue le fromage, quand on diminue le sucre qui est terrible pour le système nerveux. On s'en rend pas compte comme ça, mais quand on travaille fort sur son système nerveux, dès qu'on prend du sucre, on sent tout son système qui se met à trembler. C'est une réalité. Pareil pour le café. Le café, bon, j'en bois plus, donc, après en avoir bu beaucoup. Alors, qu'est-ce qui vous reste alors? Qu'est-ce qui me reste par rapport à la nourriture? Oui. Par rapport à la nourriture, tous les légumes, tous les fruits. Mais vous n'avez pas peur vous n'êtes pas coupé d'une partie de la société? Parce que les gens autour de vous consomment, fument, boivent, prennent du sucre à outrance. Vous n'avez pas l'impression d'être dans un monde séparé? Ah, pas du tout, du tout, du tout. Alors, vraiment pas. Hein. Après, mon compagnon est artiste. Donc, voilà, j'ai aussi une vie sociale liée à ça. L'art a toujours été très important dans ma vie. Et ça pose aucun problème. Et de nos jours, la plupart des gens qui vivent à Paris, de toute façon, sont vaguement intéressés par le fait de moins manger de viande parce qu'ils ont quand même vu comment ça se passait dans les abattoirs, que c'était mauvais pour la santé. Voilà, et que c'est une évolution logique de l'humanité. Végétarien, c'est une chose, mais en tout cas, ne pas manger de la viande tous les jours, je pense que c'est, pour les Parisiens, à peu près quelque chose d'acquis. Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, ceux que j'ai dans mon entourage, c'est clair que c'est quelque chose vers lequel ils tendent. Pareil pour la cigarette. De nos jours, quand même, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à la vaporette. Donc, c'est quand même une façon de tendre vers autre chose. C'est fini le temps où on trouvait que la cigarette, c'était vraiment le truc le plus charmant pour un homme ou pour une femme. On est un peu passé à autre chose par rapport à ça. Donc, mon discours par rapport à l'alimentation, les gens sont plutôt en demande que d'être coupés. Et puis, ils trouvent... voilà, effectivement, on a une peau qui est plus belle. Enfin, voilà, tout le monde est bien conscient de ça aujourd'hui. Et moi, ce que je préconise par rapport à l'alimentation, c'est de diminuer, surtout de diminuer l'arrêt brutal. Le changement brutal n'est pas obligatoirement adapté parce qu'on est dans des sociétés qui sont on vit avec une masse de stress tellement grande que ça peut être un stress pour le corps et pour certaines mémoires qu'on a en nous de devenir végétarien du jour au lendemain. Mais par contre, de diminuer à 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, ça, c'est tout à fait bon pour tout le monde et c'est une évidence. Quant au sucre, c'est la même chose. Remplacer le sucre par du miel ou du sirop d'agave, bon bah voilà, on est tout à fait prêt pour ça. On est prêt pour arrêter le sucre blanc. Il y a pas de problème avec ça. Il y a des sucres roux qui sont quand même meilleurs. Donc voilà, il y a une façon de faire les choses avec harmonie, de pas se brutaliser de trop pour ne pas avoir de réaction de frustration.
parce que la frustration va rien amener de bon. Et dans les personnes qui viennent en stage ou en cours, vous êtes en contact aussi avec des scientifiques, des médecins, des personnes qu'on dit cartésiens? J'ai eu dans mes cours plusieurs psys. Mhm. J'ai toujours d'ailleurs dans mes cours des psychologues ou psychanalystes. Des médecins, j'ai dû en avoir, mais pas tant que ça. Mais après, voilà, par exemple, le Satnam Rasayan, qui est donc un aspect guérison que le maître a enseigné. Là, il y a plein de médecins. Il y a plein de médecins qui vont travailler aussi avec des techniques alternatives. Et donc, ces gens, comment ils réagissent? Il y a toujours des sceptiques. Moi, je me rends pas trop compte finalement, parce que les gens, ils viennent prendre ce que je leur propose. Et puis, il y a les stages, il y a les cours. Et si ça leur plaît pas, ils viennent pas. Il y a aussi dans la vie, il y a des gens que vous rencontrez dans la vie en dehors de vos stages et de vos cours. Je ne prêche pas. Moi, je ne prêche pas. C'est pas mon caractère. Donc, quand les gens sont intéressés, je suis très heureuse de répondre à leurs questions, mais c'est pas moi qui vais aller les convaincre de quoi que ce soit. Je pense vraiment que c'est un cheminement personnel, et donc c'est chacun qui doit aller à la rencontre de sa vérité. Une question pour terminer, parce qu'on arrive bientôt au terme de l'émission, que je pose régulièrement à mes invités. Lorsque vous avez commencé à pratiquer ce Kundalini Yoga, il y a un moment où vous vous êtes dit je vais l'enseigner. Donc c'est une certaine responsabilité. Pour vous, comment s'est passé le déclic Tout simplement, c'est ma prof qui partait, qui allait régulièrement 1 ou 2 fois par an en stage et qui m'a proposé de la remplacer. Et c'est comme ça que j'ai donné mes premiers cours en tant que remplaçante. Et donc on a vu, vous cherchez, c'est pas vous-même qui vous êtes dit je vais... Non, c'est elle qui m'a proposé, parce qu'elle a vu que j'étais très très engagée, que ça me plaisait, que ça me touchait, j'étais là tout le temps, je faisais mes 2 cours par semaine sans jamais en manquer un, enfin voilà, j'étais une super élève. Et donc elle m'a proposé et j'ai fait l'expérience et c'était génial, juste génial d'être de l'autre côté, vraiment... Le ressenti est super. Donc, c'est ça qui m'a poussée à ensuite faire la formation d'enseignant et puis à continuer donc à enseigner. Eh bien, merci Isabelle Silvagnoli pour avoir parlé en toute franchise sur l'antenne de BTLV, pour nous avoir éclairé sur la Kundalini Yoga. Merci à vous. Merci beaucoup François de m'avoir invité. On va remercier aussi Anthony, qui est resté peu bavard. Non, mais je suis là toujours. Et Mathieu. Oui, je suis là également. Merci François. Et à une très prochaine émission sur btlv.fr. Pourquoi? Comment? Pour qui? Découvrez les réponses à toutes ces questions avec François Desmier. Et si on allait mieux?